Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour et bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Quand on est malade, peu importe la pathologie, on fait appel à un médecin pour prendre soin de nous. Donc, la société haïtienne est malade également. Donc, comment expliquer cette crise multiforme qui gangrène le pays? Crise politique, crise économique, crise sociale ou socio-politique tout court, mais crise migratoire aussi. Les Haïtiens ne veulent plus rester en Haïti. Donc il y a plusieurs raisons pour cela, l'insécurité galopante et toutes les crises dont nous venons de faire mention. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau le politologue expert d'Amérique latine, le professeur Joseph Howard-Pierre, avec qui nous allons essayer de comprendre cette crise multiforme à laquelle fait face Haïti aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole et bienvenue à vous, professeur Joseph Howard-Pierre. Merci de votre disponibilité à Métropole. Bonjour, Des-Augustes, merci pour l'invitation. Je salue toutes les téléspectatrices et tous les spectateurs qui regardent cette émission. C'est tout un plaisir pour discuter, parler un petit peu de la situation d'Haïti, qui est tout naturellement, comme vous l'avez dit, bien critique. Critique, hein. Bien dit, si vous voulez. C'est peut-être autour de ça qu'on va essayer de rôder, s'il le faut, et que c'est autour de ça que notre émission va être articulée, va s'articuler tout simplement. Vous avez fait des prédictions il y a cela quelques mois même. Vous avez été là avec nous sur le plateau, peut-être via Zoom, quelques jours avant le 7 février, ou le 7 février tout court, c'était le dimanche, on s'en souvient, on analysait la situation sociopolitique du pays. Est-ce que c'était prévisible pour le net scientifique, je le dirais comme ça, ce qui se fait aujourd'hui? En fait, les prédictions, je dirais que je n'avais qu'actualisé les prédictions que j'avais faites le 7 février dernier. Alors bien, c'est des prédictions que j'avais faites déjà en 2017. C'est très simple. Si vous avez pris l'exemple ou la métaphore de la maladie, eh bien, si on est malade et on ne prend pas soin de soi, la situation va tout naturellement empirer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Haïti. J'avais fait des prédictions en 2017 pour expliquer l'aggravation de la crise d'Haïti. Et la situation actuellement est pire que telle qu'elle a été en février dernier. Eh bien, maintenant, on est à ce que j'appelle un point d'inflexion, mais il y a possibilité pour que ça s'empire. Tout simplement, la première question qu'il faut se poser, par exemple, est-ce que les acteurs sont capables d'accord? Parce qu'actuellement, tout le sujet, c'est l'accord. Est-ce que les acteurs haïtiens sont capables d'accord? C'est la première question qu'il faut se poser. Et à partir de ça, on peut analyser toutes les autres dimensions de la crise. Mais quelques jours avant le 7 février, il y avait eu cette bataille. Donc, pour le pouvoir, le président devrait partir après le 7 février. Après le 7 février, on l'appelait président de facto, illégal, inconstitutionnel, et il est assassiné le 6-7 juillet dernier. Donc, est-ce que vous pensez qu'à partir de toutes ces situations, les Haïtiens devraient en profiter pour prouver leur capacité, d'abord à s'entendre, à s'unir, mais à se mettre d'accord? Puisqu'avant, ils se mettaient d'accord sur la possibilité de pousser le dos de l'ennemi commun qui était le président de la République, Jovenel Moïse. Nous parlons des membres de l'ancienne ou des anciennes oppositions, si nous pouvons les appeler de cette manière. Bon, la première chose, c'est que, moi je l'avais dit très clairement, le fait que les différents acteurs n'étaient pas capables de se mettre d'accord autour de la date de la fin du mandat du président Jovenel, c'était pour moi le plus grand symptôme de ce que j'appelle l'atomisation ou l'absence totale de leadership en Haïti.
Moi, je l'avais dit très clairement, l'idéal aurait été de permettre au président de partir le 7 février 2022 et entre-temps, l'opposition allait se mettre d'accord pour avoir un nouveau gouvernement. Donc, malheureusement, on a eu les événements malheureux du 7 juillet dernier. Maintenant, ce qui importe le plus dans le contexte actuel, c'est que si les Haïtiens vont se mettre d'accord, là je vais utiliser deux concepts, le concept de formation d'État et le concept de construction d'État. La formation d'État, c'est l'émergence d'un État à travers, par exemple, Haïti a pris son indépendance en 1804. L'État haïtien est formé à travers un acte. Mais la construction de l'État, c'est tout autre chose. L'État haïtien n'a jamais été construit. Donc, l'accord ne peut pas se faire entre des individus. Et un leader, c'est quelqu'un qui mène. Donc, un leader présuppose des disciples, des gens qui le suivent. Donc, quand on parle de leader, moi, j'ai dit qu'on a une crise de leadership en Haïti parce qu'il n'y a pas de leader. Donc, maintenant, les accords, en général, c'est entre des individus. Mais les accords dans une société se signent entre des institutions. On n'a pas d'institution au niveau de la classe politique. On n'en a pas non plus dans la société civile. Donc, c'est triste, même au niveau du secteur privé où les intérêts pourraient mettre les gens ensemble, on n'a pas non plus... les institutions à ce niveau-là aussi sont très faibles. Donc, dans le contexte actuel, les institutions politiques répondent à quel nom? Les institutions politiques, c'est les partis politiques. Donc, comme on n'a pas de parti politique en Haïti, on n'a pas d'institution politique. S'il n'y a pas d'institution politique, il n'y a pas non plus de leader politique. Laissez-moi peut-être revenir sur quelque chose que vous venez de dire, professeur. Vous dites que les accords devraient être signés entre les institutions et il n'y a pas d'institution. Vous pensez que d'abord, les initiateurs de ces accords multiples dont on parle aujourd'hui un peu partout à travers le pays devraient d'abord constituer donc, leur institution, s'il le faut, devraient procéder à une construction réelle, basique de leur institution, avant même de parler de signature d'accords ou de mise en commun des accords. C'est ce que je dois comprendre. D'accord. L'auteur de référence pour parler d'institution, c'est l'économiste institutionnel américain North. 1990, il a écrit son texte de référence, qui est aussi politologue en quelque sorte. L'institution, par définition, c'est les règles du jeu, formelles ou informelles. Qu'est-ce que cela veut dire? L'institution est avant tout une culture. Et la culture, ça prend du temps pour être créé, pour être formé. Voilà pourquoi il existe une différence énorme entre le temps économique, le temps politique, le temps historique et le temps social. Dans la construction de la culture, le temps dont il faut parler, le temps auquel il faut faire référence, c'est le temps social. La construction des institutions prend du temps. Donc, on ne peut pas actuellement penser à construire des institutions avec lesquelles on va signer un accord ou des accords. Ce n'est pas possible. La nécessité de l'émergence, je ne peux pas parler maintenant de leadership, la nécessité de l'émergence d'élites en Haïti passe par la construction d'institutions dans la société civile, dans le secteur politique et dans le secteur privé. Et là, il y a pour moi un symptôme que j'ai toujours utilisé. C'est l'Église catholique. L'Église catholique est une institution qui a la capacité de se placer, ce qu'on appelle au-dessus de la mêlée. L'Église catholique, sa force en Amérique latine, a aidé à la construction de la région. On peut prendre le Mexique, par exemple, avec Porfirio Díaz.
On peut prendre le Chili, par exemple, avec Portales. Ça, c'est des exemples concrets. Et l'Église catholique a aidé à la démocratisation à partir des années 1980. Et vous Mais savez, actuellement en Haïti, l'Église est une institution comme toute autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Déstabiliser. Eh bien, c'est une institution comme toute autre. Autrement dit, c'est pas une institution forte, c'est pas une institution capable d'orienter, par exemple, la société civile. Qu'est-ce que cela veut dire? On est réellement face à une crise profonde d'institutions en Haïti. Voilà pourquoi je dis qu'il n'existe pas d'institution. Cette culture. Et d'ailleurs, j'ai publié récemment un article dans le journal espagnol El País où j'ai dit que, à mon avis, la maladie la plus grave d'Haïti actuellement est l'absence de culture institutionnelle, qui est tout naturellement symptomatique d'absence totale d'élite dans le pays. Donc, les institutions auxquelles je me réfère, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en si peu de temps. C'est le moment pour que des acteurs émergent et travaillent à la construction d'institutions. Et là, la presse a un rôle fondamental à jouer. Revenons peut-être à deux autres choses que vous avez dites, professeur. Vous avez parlé de leadership. On sait que le leader mène et l'influence. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans la société. Donc, qu'ils soient bandits ou agents sociaux, comme certaines personnes les appellent, ou leaders communautaires, ils influencent quelque part. Quand ils annoncent qu'ils feront quelque chose, ils tiennent promesse. Et derrière eux se trouvent des soldats. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas les institutions régaliennes ou républicaines qui manquent à leur devoir si quelque part ou d'autre part, il y a ce type de leaders, ce qu'on appelle mauvais type de leaders qui prennent naissance et qui agissent dans la société d'une part, mais que devrait-on faire pour renverser la vapeur sur le plan, si vous voulez, d'abord académique, politique, mais de manière stratégique, donc selon vous? Merci. Je pense que c'est une question pour moi fondamentale. C'est que les chefs de gang, si on les appelle comme ça, c'est du leadership quelque part. Et ils exercent un certain leadership, un leadership qui est de très loin plus solide que celui qu'exercerait un acteur politique actuellement. Parce que dans le leadership, il doit toujours y avoir une certaine loyauté. Et là, il y a une certaine loyauté des soldats aux chefs de gang. Mais tout naturellement, c'est très précaire vu la structure interne des gangs. Donc, ce n'est pas des structures idéologisées, ce n'est pas Amérique centrale, c'est tout autre chose. Donc, ce sont des leaders parce qu'ils mènent, mais ils ont des disciples, mais c'est extrêmement temporaire, c'est précaire la structure. Maintenant, pour résoudre ce problème, par exemple, d'insécurité, il y aurait deux choses à faire. Ou du moins, il y a deux options. Une option, il faut être très réaliste. Avant, il ne fallait pas dialoguer avec les gangs. Mais au moment actuel, vu leur poids dans la balance de la sécurité en Haïti, la première chose, ça aurait été de s'asseoir avec les chefs de gang. À ce moment-là, ils allaient être légitimés par l'État. Mais en fait, je ne crois pas que l'État actuellement soit plus légitime aux yeux de la société que les gangs. Donc, il faudrait s'asseoir avec eux. Mais le problème, si on s'assoit avec eux, c'est que ça crée, quelque part, ils sont sortis victorieux et ça crée un précédent pour l'histoire de la sécurité ou de l'insécurité en Haïti. Mais le précédent, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, est déjà là. À quel Leur niveau? capacité, par exemple, à annoncer des choses, à les faire, à les accomplir, à tenir promesse. Oui, non, mais dans ce cas, ils demeurent cohérents eux-mêmes. Mais il n'y a jamais eu de dialogue officiel entre l'État haïtien et les gangs sur la question de la sécurité. Comment ensemble on va résoudre le problème. Ça n'a jamais eu lieu.
Donc, c'est le moment de faire ça. Mais avec des conséquences, bien sûr, négatives que ça peut avoir sur la sécurité à long terme en Haïti. L'autre option, qui me paraît pas plus réaliste, il faut être très réaliste, l'autre option n'est pas plus réaliste, mais est plus durable, c'est demander de l'aide à la communauté internationale pour lutter contre l'insécurité en Haïti. Ce que vous redoutez, semble-t-il. Ah, mais comment? Ce que vous redoutez. Je ne crois pas que ce soit possible parce qu'en Haïti, il y a ce que j'appellerais un nationalisme outrancier qui ne nous permet pas des fois de comprendre la réalité ou de saisir la réalité. On a toujours pensé que la communauté internationale, spécialement les États-Unis, veulent occuper Haïti. Mais non, les États-Unis veulent occuper Haïti quand ça leur convient, mais pas à tout moment. On a fait appel, on a lu la lettre de Foote et on a vu la réponse du département d'État. Donc, ils ne sont pas intéressés à intervenir militairement en Haïti. Mais pourtant, c'est ce qui nous conviendrait actuellement. Même si, peut-être dans une nouvelle structure, mais ça aiderait beaucoup au pays au moment actuel. Donc, ça, c'est la solution, à mon avis, qui prévaudrait. Mais pas mal d'Haïtiens ne partagent pas cet avis. Mais je ne pense pas que l'on puisse sortir autrement de la situation actuelle parce que la police n'a pas la capacité de résoudre le problème. Il y a des gens qui pensent que donc, la situation actuelle constitue bien sûr la preuve de l'échec de toutes les élites du pays, politique, économique, académique, mais on attribue une part de responsabilité également à la communauté internationale qui évolue, qui intervient donc, dans la vie socio-politique, socio-économique d'Haïti. Donc, on s'en souvient à chaque fois qu'il y a une crise, quand la situation empire et le corps groupe, par exemple, intervient pour rappeler les principes basiques de la démocratie, etc. Donc, on pense que ce corps groupe qui constitue, si vous voulez, le socle géopolitique à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des gens qui pensent aussi qu'il y a cette bataille géopolitique sur le terrain national. Donc, je disais que l'on attribue une part de responsabilité à la communauté internationale dans l'échec global et dans cette crise que nous vivons aujourd'hui. Quel est votre avis, professeur Joseph Harold-Pierre? La première chose, je l'ai dit, ça fait plus d'1 an, il n'existe pas d'élite en Haïti. C'est la première chose. Il n'existe pas d'élite économique, il n'existe pas non plus d'élite politique, élite intellectuelle, ça n'existe pas. Vous tapez fort. Monsieur, je l'ai dit, ça fait plus d'1 an. Pourquoi il n'existe pas d'élite? L'élite, par définition, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus influents qui sont conscients de leur responsabilité de transformation sociale et qui utilisent des canaux très clairement pour influencer. Il y a par exemple les leaders d'opinion, il y a par exemple des associations patronales, il y a par exemple des partis politiques, il y a par exemple les universités, et fort souvent ils prennent des positions ou des positionnements communs. Voilà une définition simple des élites. Donc, on n'a pas ça en Haïti. On peut avoir les gens les plus intelligents, on pourrait avoir l'entrepreneur le plus riche de l'Amérique latine, on ne sait pas, ce n'est pas le cas. On pourrait avoir, je ne sais pas, mais en Haïti, on n'a pas d'élite. Il y a des définitions classiques. Il n'y a pas d'élite. Il y a des études qui ont été faites en sociologie politique aux États-Unis depuis les années 1940 avec certains politologues américains, et c'est très clairement, on a démontré, suivant ces approches, il n'y a pas d'élite en Haïti. C'est ce que vous appelez une société atomisée, peut-être. Société, quelque part, oui, bon, j'ai toujours dit que la structure politique haïtienne, c'est une structure atomisée. Bon, tu peux le dire, c'est une société atomisée parce que les élites ont la responsabilité d'aider à la cohésion sociale. Autrement, nous pourrions dire que c'est une société déchiquetée. Donc, voilà. Bien sûr, ça fait du sens. Mais maintenant l'idée de la communauté internationale, écoutez bien. Vous avez dit que la communauté internationale est quelque part responsable de la situation actuelle. En partie. Mais maintenant, responsabilité est un concept moral qu'on a étudié en philosophie, en éthique. Responsabilité. Il faut répondre de ses actes.
La morale diffère fondamentalement de la politique. Là, il faudrait lire le texte de George Sabine, qui est un philosophe classique en philosophie politique, un philosophe américain. On parle aussi de morale politique, c'est ce que j'allais avancer. Mais il existe, bien sûr, il peut y avoir une morale politique, mais la morale politique diffère de la morale absolument, comme telle. Absolument. Parce que les canons sont différents. Maintenant, les catégories sont différentes. Maintenant, les États-Unis sont acteurs dans la situation d'Haïti. Les États-Unis, quelque part, ne sont pas responsables, parce que responsable signifie qu'on doit répondre de ses actes. Mais à qui les États-Unis vont répondre de leurs actes en Haïti? À personne, seulement au peuple américain. Et ça, c'est important, pas aux Nations Unies non plus. Et là, il faudrait lire certains auteurs pour voir à quel point les organismes internationaux peuvent exercer un pouvoir sur les superpuissances telles les États-Unis, la France, etc. Maintenant, les États-Unis sont responsables quelque part de la situation d'Haïti, mais les États-Unis défendent leurs intérêts. Donc, Haïti, c'est un tout petit pays de PIB de plus de 10 milliards de dollars, qui signifie absolument rien du tout pour les États-Unis. Mais les États-Unis doivent contrôler la région et le rapport que les États-Unis développent avec Haïti, c'est le rapport d'avant 1980 en Amérique latine. Pourquoi? Cela veut dire quoi? Donc, en Amérique latine en 1980, il fallait lutter contre le communisme. En Amérique latine, il n'y avait pas de parti politique, les structures étaient déchiquetées, les structures étaient atomisées. Eh bien, les États-Unis ne pouvaient pas accepter du désordre comme ça et les États-Unis avaient cette position. Mais quand il y a une certaine démocratisation de la région, certains pays, les élites ont émergé ou bien les élites ont assumé leurs responsabilités, la politique américaine a changé face à ces pays-là. Exemple, la République dominicaine d'à côté. Mais maintenant, en Haïti, comme on n'a pas fait ces pas, les États-Unis gardent la même position. Il peut y avoir d'autres aspects dans l'indépendance d'Haïti, il y a tout ça. Mais actuellement, les États-Unis ont une politique envers Haïti qui est la politique d'avant 1980. Et j'ai expliqué très clairement pourquoi. Maintenant, je vois que en Haïti, l'explication que nous avons, c'est toujours une explication moralisante. On a aidé les États-Unis dans la guerre de l'indépendance américaine. Nos migrants vont aux États-Unis pour aider au développement des États-Unis. En fait, ça n'a aucun sens. Ça ne répond à aucune rationalité. C'est de la morale, c'est de la sensiblerie. Ça ne répond à aucune rationalité. Donc les États-Unis ont une position par rapport à Haïti. Maintenant, dans la lettre de Foote, par exemple, et c'est très important de le dire, la position de Foote, ce n'est plus un acteur politique, c'est un acteur de la société civile. Ce n'est pas du tout la même chose. Foote a dit très clairement, les États-Unis, la communauté internationale doit cesser d'influer sur la vie politique d'Haïti. On n'a pas besoin de marionnettes en Haïti. C'est très bien dit. Mais les États-Unis, comme la France, comme le Canada, sauraient ou voudraient avoir des relations de marionnettes avec tous les pays du monde. Les États-Unis souhaiteraient avoir des relations de marionnettes avec la France, avec le Canada. Mais ce n'est pas possible parce que le Canada a cette capacité de résistance, de négociation. Il y a des élites là-bas. Exactement. Donc, je me rappelle qu'un ambassadeur américain avait dit à un président dominicain, la République dominicaine, c'est un couloir pour le commerce de la drogue. Et c'était Danilo, et lui de répondre, si les États-Unis c'est le couloir, c'est la route, mais le boulevard, c'est la République dominicaine. La République dominicaine, le boulevard, c'est les États-Unis. Mais il avait la capacité de dire ça. Pourquoi? Parce que il n'était pas une marionnette aux mains des Américains. Faible, bien sûr, par rapport aux Américains, mais il pouvait quand même résister. Donc ça, il peut arriver jusque-là. Si c'était la France, la réponse aurait été totalement différente. Mais si c'est Haïti aussi, l'acteur haïtien allait se taire parce que généralement, compte tenu de l'influence des États-Unis, la question, c'est une question d'élite, c'est une question d'acteur. Si vous n'avez pas d'élite économique, si vous n'avez pas d'élite politique, si vous n'avez pas de société civile, c'est sûr et certain, la relation des États-Unis avec Haïti vont demeurer. Même si actuellement, il y a vu
un secteur qui s'oppose à la politique actuelle, on pourrait faire autrement, mais on ne peut pas saisir cette opportunité. Pourquoi? Il n'y a pas d'acteur politique. On ne peut pas saisir cette opportunité parce que la diplomatie haïtienne ne fonctionne pas du tout, on le sait. Donc, là, rien ne va changer dans les relations des États-Unis avec Haïti maintenant. Même si l'occasion, on pouvait la saisir, mais il n'y a pas les acteurs qu'il nous faut. Et la nature a horreur du vide, dit-on, côté pas de traitement de paille, puisqu'il y a une absence presque totale d'élite, de leaders capables d'influencer, d'influer sur des choses. Les bandits font la loi, annoncent, promettent et tiennent promesses. Nous sommes face à une insécurité qui ne dit pas son nom. C'est du jamais vu dans l'histoire du pays. On en parlera davantage après la pause. Professeur Joseph Harold Pierre, nous vous rappelons que vous êtes politologue et expert en questions Amérique latine. On en parlera également après la pause de la crise migratoire où nous intéresse sur le plateau. On va débattre là-dessus après la pause. D'accord. Voilà, madame, monsieur, nous recevons pour vous aujourd'hui le politologue expert en questions Amérique latine, le professeur Joseph Harold Pierre, qui est là avec vous, qui nous aide à comprendre les choses, les gens également, sur le plan académique, surtout grâce à ses expériences, mais aussi et surtout à sa science, à sa conscience aussi, car science à conscience, dit-on, n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, nous parlons science, nous parlons également conscience, mais aussi responsabilité sur le plateau de Métropole. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour et bonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Sur le plateau, le professeur Joseph Harold Pierre, politologue, et qui est là avec vous, avec nous, pour parler de l'actualité, pour parler politique, pour parler aussi stratégie, pour parler élite. C'est un mot qui fait déjà des réactions, professeur Joseph Harold Pierre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette position, qu'il n'existe pas d'élite, etc. Quelle est votre réaction rapide, sans faire de personnalité, évidemment, peut-être? Bon, naturellement, j'ai dit qu'il n'existe pas d'élite parce que je pense qu'en Haïti, il faut un petit peu faire ce que j'appelle de la sociologie de la connaissance. Robert Merton, c'est à mon avis le père de la sociologie scientifique ou de la sociologie de la connaissance, avec d'autres auteurs britanniques comme Collins et Burrow. Donc, en Haïti, c'est comme s'il existe un monde, la connaissance ou la science fonctionne ailleurs d'une façon. Il existe le monde de la science, de façon générale, universelle, mais il existe le monde scientifique haïtien. Donc, là, je pense que c'est important, parce que fort souvent on dit en Haïti, les modèles appliqués ailleurs ne peuvent pas être reproduits ou appliqués en Haïti, tout simplement parce que notre réalité est différente. C'est sûr et certain, il faut adapter les modèles à la réalité, mais ce n'est pas que Haïti soit un pays à part où toutes les études scientifiques faites ailleurs ne sont pas applicables en Haïti. Je ne le crois pas. Et le concept d'élite a un sens, a une définition, et de nombreuses publications ont été faites dans les revues scientifiques sur le concept d'élite. Et moi, j'ai travaillé le concept, j'ai dit qu'il n'existe pas d'élite en Haïti parce que ça ne répond pas aux caractéristiques que j'attribue au concept d'élite. Maintenant, quelqu'un d'autre peut dire tout à fait le contraire, mais pour citer Thomas Kuhn, là, il faut avoir ce qu'on appelle maintenant, on serait au moment de la révolution scientifique, où on allait définir autrement le concept d'élite, mais définir le concept d'élite pas dans une approche philosophique, mais c'est une philosophie parce que ce n'est pas une science, mais dans une approche toujours de science sociale, où la nouvelle définition à partir de cette révolution scientifique à la lumière de Thomas Kuhn allait être enraciné dans la réalité. Tout naturellement ouvert à toute question, à tout débat sur ce sujet-là. Pour essayer de vous comprendre sans abonder dans le même sens que vous, on pourrait dire aussi que c'est la fin qui justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Non, si vous permettez que je m'explique, c'est-à-dire s'il y avait leader responsable, il y aurait tel résultat, et si élite, il y en avait, il y aurait aussi telle orientation, tel résultat dans la société. C'est ce que j'appelle la fin qui justifie les moyens, puisque l'élite ou les élites constituées sont là pour orienter, mais aussi
orientée vers le développement global, et c'est le faux, selon ma compréhension sur la chose. Est-ce que c'est exact? L'explication, disons, l'assertion, ça peut porter à équivoque, mais l'explication, je suis totalement d'accord avec vous pour l'explication, c'est justement ça ce que je voulais dire. Mais élite et leader, c'est pas exactement la même chose. Les leaderships ou les leaders présupposent l'existence d'élite. Mais c'est tout un débat. Mais de toute façon, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il n'existe pas d'élite en Haïti, ni politique, ni économique, ni intellectuelle. Voilà. Revenons à la crise migratoire. Certainement, on finira notre émission sur la crise sociopolitique. Crise migratoire. Aujourd'hui, nous sommes vers l'Amérique latine. Haïti s'en va, en passant par les pays de l'Amérique latine de manière générale. On a regardé ce film sur le pont de Del Rio, donc sur la frontière mexicano-américaine, où il y a plusieurs milliers, certaines personnes parlent de 20, 30, 40, 50, en tout cas, plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens le chiffre officiel, c'est 30 000. Il y a Fox News qui parle de près de 100 000 qui traversent les pays de l'Amérique latine pour se rendre sur la frontière mexicano-américaine. Moi, je parle du... Toi, tu parles du flow, mais moi, je parle du stock. Bon, vous utilisez... Oui, il y a plusieurs stocks, plusieurs nids. Bon, bref, mais c'est énorme. Aujourd'hui, vous êtes expert en question de l'Amérique latine. Quel est votre regard sur cette situation? Pourquoi nous d'abord, mais pourquoi cette zone de transit ensuite? Bon, en fait, je pense que tout d'abord, c'est que pour se rendre à certains pays de l'Amérique latine, on n'a pas besoin de visa. Donc, c'est la première chose. Et d'ailleurs, et la deuxième, même si on avait besoin de visa, il est plus facile d'obtenir un visa argentin. On n'a pas besoin de visa pour se rendre en Argentine, comme haïtien. Mais normalement, même si on avait besoin de visa, ça aurait été plus facile d'obtenir un visa d'un pays latino-américain qu'un visa américain. Donc ça, il faut voir ça du côté du visa. Et de notre côté aussi, l'Amérique latine, c'est terre ferme. Donc, on peut voyager de l'Argentine jusqu'au Mexique. Donc, c'est un long trajet, mais c'est beaucoup plus facile. C'est comme traverser la République dominicaine, puisque on forme une même île, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, on va en Amérique latine parce que c'est plus facile de passer par l'Amérique latine, arriver jusqu'au Mexique, que de partir comme on faisait avant. Bon, la pratique n'existe pratiquement plus, en voilier, disons. Donc, facilité migratoire et donc de la migration. Mais aussi, il y a aussi peut-être une autre explication, c'est que les pays de l'Amérique latine, pour la plupart, c'est des pays émergents. Donc, les conditions de vie au Chili sont nettement différentes que celles en Haïti. Le PIB per capita de Chili, c'est presque 20 000 $ américains. Donc, si on est au Chili, si on est au Brésil, si on ne peut pas se rendre aux États-Unis, si on reste... D'ailleurs, ils sont nombreux ceux qui sont restés dans ces pays-là. Ce n'est pas tout le monde qui essaie d'aller aux États-Unis, même si c'est ça l'objectif premier quand on laisse Haïti pour se rendre en Amérique latine. Donc, je pense que c'est ça. Il y a l'amélioration des conditions de vie en Amérique latine d'un côté. Il y a aussi cette possibilité d'obtenir un visa pour aller à un pays latino-américain. Aussi, pour certains pays, on n'a pas besoin de visa. Et c'est aussi la possibilité de voyager, disons, même de l'Argentine, qui est le pays le plus au sud, jusqu'au Mexique. Facilité de la migration, sur le plan administratif surtout. Mais ce qui importe le plus, pourquoi? C'est nous. Alors, j'allais dire aussi proximité géographique entre les pays de l'Amérique latine. Maintenant, pourquoi c'est nous? Pourquoi nous? Ah ben, je reviens, la réponse va être la même. Pourquoi c'est nous? Parce qu'on n'a jamais construit l'État haïtien. Parce qu'on n'a jamais construit la société haïtienne. Parce que fort souvent, quand je parle de la construction de l'État, les gens pensent que ce n'est l'attribution exclusive des acteurs politiques. Et ce n'est pas ça. La société civile a une responsabilité. Et d'ailleurs, voilà pourquoi on parle actuellement de reddition de comptes. Gouvernement ouvert. Le gouvernement ouvert n'est autre chose qu'une plus grande place accordée à la société civile. Pas mal de gouvernements. Aux États-Unis 2009,
Au Canada, je ne me rappelle pas quelle année. Et actuellement au Chili, il existe des départements de gouvernement ouverts où la société civile a clairement, officiellement son mot à dire. Et la société civile doit jouer son rôle de vigie. Donc la construction de l'État, ce n'est pas l'attribution exclusive des autorités politiques. Donc on n'a jamais construit l'État haïtien. Le secteur privé n'a jamais assumé ses responsabilités. Le secteur politique non plus, la société civile non plus. Mais il y a deux facteurs, à mon avis, principaux qui nous mènent à ça. Tout d'abord, c'est que il existe peut-être trois. Les acteurs politiques que nous avons, je dirais qu'ils ne sont pas de taille. Je n'ai jamais vu cette volonté de groupe des acteurs politiques de transformation d'Haïti ou de volonté du bien commun. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, et ça aussi, c'est lié à la première explication, les acteurs que nous avons, ce n'est jamais les meilleurs Haïtiens. Parce qu'il existe une structure, un système, c'est un mot galvaudé, qui empêche à l'émergence des acteurs compétents et, entre guillemets, transparents pour la transformation d'Haïti. C'est une deuxième explication. Mais permettez-moi de dire une troisième explication. Une troisième explication, c'est que Haïti a toujours eu un comportement enfantin, irrationnel face à la communauté internationale. On est un tout petit pays, mais c'est comme si l'indépendance fait de nous une superpuissance. Totalement faux. Il faut développer avec les communautés internationales des relations stratégiques non fondées sur la pitié, non fondées sur la morale, mais fondées sur le jeu des intérêts. Fouta fait cette déclaration. Quelle position pouvons-nous prendre par rapport à cette déclaration? Comment pouvons-nous tirer avantage de cette déclaration sans pitié, sans position morale et encore moins à chercher une certaine condescendance de la part de la communauté internationale? Go ahead. Alors j'allais vous dire aussi que ce système qui prend en otage le pays, qui fait, qui défait, qui met des présidents qui, si vous voulez, jettent, rejettent, aujourd'hui qui tue les présidents. Peut-on parler d'une forme de leadership, d'une forme d'élite, même sur le plan négatif? Comment peut-on l'appeler? Comment peut-on le considérer, le système? C'est un vide total. C'est un vide total. Moi, j'ai enseigné des cours de philosophie politique pendant 3 ans, 4 ans. Quand on parle de l'état naturel, de Hobbes ou de Locke, Locke c'est l'un de mes philosophes préférés avec Hegel. Donc, c'est comme si l'état de nature, c'est un concept purement théorique. Mais au moment actuel, Haïti, c'est un état de nature où s'applique la loi de Hobbes. C'est le plus fort. Donc c'est justement ça. Donc parce que si le modèle actuel, la société haïtienne actuelle avait un certain leadership, eh bien qu'est-ce que cela signifierait? Eh bien les leaders politiques auraient pu du moins se protéger eux-mêmes. Donc ça, c'est pas possible. Pour essayer de comprendre, si vous me le permettez, professeur, état naturel, état de nature, c'est comme état sauvage. C'est justement ça. OK. C'est justement ça. Mais comment sortir de cet état sauvage, état naturel, pour peut-être connaître une sorte d'émergence, mais créer une nouvelle forme de leadership, mais construire l'élite haïtienne à tous les niveaux, sur tous les plans? La réponse la plus simple ou la plus réaliste, c'est que la démocratie, c'est un système politique. Mais la démocratie n'est pas le seul système. C'est comme si, en Occident, on croyait, on pensait que, à part le christianisme, il n'existe pas d'autres religions. C'est faux. Il existe la démocratie, il existe d'autres systèmes. On n'a qu'à lire la République de Platon ou le Politique d'Aristote. Mais, on a raté des occasions. On a raté
pensez à Hegel, on a raté la dictature des Duvalier, de François Duvalier. Je pense que François Duvalier, qui a raté cette dictature, là je suis très hegelien, et on paie ça très cher. Là, si vous me permettez, certaines petites questions en termes de réplique. Vous parlez d'une dictature constructive, éclairée. Et en quelque sorte, c'est justement ça. Ça, c'est un. Mais maintenant, la période des dictatures de l'Amérique latine qui va donner naissance à la troisième vague de la démocratie, en général, les dictatures ont jeté les bases des développements économiques. Trujillo, à Santo Domingo, c'est un exemple. Pinochet au Chili, c'est un autre exemple. Pinochet, c'est un cas classique. Avec The Chicago Boys, c'est un cas classique. On a raté ça. Maintenant, je dois rappeler aussi que les pays où a émergé la démocratie, ils ont commencé avec les institutions. Et on a attendu presque un siècle pour rentrer dans le vote populaire. Royaume-Uni, Angleterre, c'est l'exemple parfait. Mais maintenant, comme on a raté cette période et la globalisation est de plus en plus forte, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est-à-dire, nous ratons, et en Haïti, nous ratons la dictature et la démocratie, nous la ratons également. Non, je ne dis pas qu'on rate la démocratie. Ce que je veux dire, parce que la dictature allait jeter les bases, mais on n'a pas su faire ça. OK? Maintenant, mais malgré tout, François Duvalier, c'est lui qui pratiquement a jeté les infrastructures que nous avons actuellement. Il y a beaucoup travaillé, mais il a très très peu fait par rapport à ce dont nous avons besoin, à ce dont on aurait besoin pour lancer l'économie haïtienne. Maintenant. Vous avez parlé pour une construction de la société, de l'institution, il faut du bien temps. Sûr, avait-il eu assez de temps pour ça ou bien est-ce qu'il ne s'en est pas servi autrement, tout simplement? Bon, je pense que tout naturellement que François Duvalier n'avait pas la vision qu'il faudrait pour ça. Trujillo, par exemple, Pinochet, par exemple, c'est de très bons exemples. Trujillo avait très bien su que pour s'enrichir lui-même, le pays devrait être riche. Mais telle n'était pas la vision de Duvalier. Duvalier, il me semble qu'il lui suffisait d'obtenir, le dictateur, bon bien sûr, c'est un cas historique, qu'il suffisait d'obtenir de l'aide internationale. De l'aide internationale. Et si on parle du père et du fils, en ce sens-là, bien sûr, toute la période. Non, moi je parle du père parce que le fils, bon, Duvalier, François Duvalier, c'est un acteur à respecter. Quand on fait l'histoire politique d'Haïti, c'est un acteur à respecter. Parce qu'il ne faut pas avoir la vision morale de l'histoire. Les catégories historiques, les catégories politiques, ce n'est pas les catégories de la morale comme les gens le pensent. Donc c'est un acteur important dans l'histoire d'Haïti. Tout comme Jean-Bertrand Aristide, c'est un acteur important dans l'histoire d'Haïti. Donc il faut comprendre ces deux acteurs, par exemple, pour penser la réalité actuelle. Deux visions différentes. Ce n'est pas la même tendance, ce n'est pas la même orientation, mais c'est des acteurs clés. Je ne veux pas dire Leslie Maniga, pas du tout. Leslie Maniga, c'est un grand intellectuel. On peut voir comment, pourquoi Leslie Maniga n'a pas... Alors, Leslie Maniga, le professeur Leslie Maniga. Il y a Nesmi qui est le cousin, le professeur. Oui. Pourquoi il n'a pas su émerger comme il l'aurait souhaité? Ça, c'est autre chose. Mais au niveau de compréhension, dans une vision hegelienne de la politique d'Haïti, c'est deux acteurs clés, Aristide. De périodes, de systèmes politiques bien différents. Sûr, 50 à aujourd'hui. Ouais. Maintenant... Dictature, démocratie. Exactement. Maintenant... La dictature n'est plus possible. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est la nécessité de l'émergence d'une nouvelle élite. Maintenant, et je pense que Haïti ne va pas pouvoir le faire seul. Vous ne parlez même pas de démocratie. Vous passez de la dictature à l'élitisme, mais pas de démocratie, vous n'en parlez pas. Non. Je veux parler pour arriver à la démocratie. Il n'y a pas moyen que Haïti soit actuellement un pays démocratique, même de la démocratie élémentaire au sens schumpeterien de la démocratie électorale. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Parce que la démocratie présuppose certaines conditions. 1. La démocratie présuppose
une classe moyenne minimalement naissante. 2. La démocratie présuppose un minimum d'éducation. 3. La démocratie présuppose une certaine culture politique. On n'a aucune de ces conditions. Donc on ne peut pas parler de démocratie en Haïti. Ce n'est pas possible. Pensons par exemple au CEP, à l'administration électorale. Quand on organise les élections en Haïti, c'est comme si l'administration électorale ne signifie pas grand-chose. Or, c'est un élément clé dans l'organisation des élections. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour arriver au pays à une transition démocratique, pour faire la transition démocratique en Haïti, il faut nécessairement l'émergence d'une nouvelle classe politique et pour ce, il faut l'émergence d'élites. Cela ne veut pas dire que de la classe actuelle, il n'existe pas d'éléments capables de transformer la situation. Mais eux, insérés dans la structure actuelle, ces gens de la classe politique, il y a une chose que je dis fort souvent. Peut-être le politicien le plus honnête et le plus sérieux du monde, c'est un Haïtien qui vit actuellement en Haïti, qui fait de la politique en Haïti. C'est un cas hypothétique. Mais à lui seul, il ne peut rien faire. Il s'agit d'un système. Il nous faut un nouveau système. Mais ce nouveau système ne peut pas émerger seul avec les Haïtiens. Il nous faut la participation de la communauté internationale pour le faire. Et à ce moment-là, je vois la nécessité de lier de très bonnes relations avec les pays émergents, les pays en transition. Et là, mon cas particulier, c'est l'Amérique latine que je connais très bien. Professeur Joseph Harold Pierre, c'est que vous êtes en train de parler de la chose sans vouloir la nommer. On sait ce que cela veut dire, la dictature, la démocratie. Vous dites que nous ne sommes plus capables, ou bien ce n'est plus nécessaire d'avoir une dictature en Haïti. Et vous dites que nous ne sommes pas en mesure de connaître une démocratie même élémentaire. Mais avec la constitution, la formation de ces élites, on serait face à quel régime? Merci de poser cette question qui va me permettre on est là pour apprendre. D'éliminer tout doute de mon idée. La démocratie n'est pas l'opposé de la dictature. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai parlé peut-être des deux pôles. Donc, c'est bien dit, c'est les deux pôles. Mais d'ailleurs, dans le continuum politique, dans le spectre politique, ça ne va pas nécessairement de... Bon, en général, les modèles dans les pays anglo-saxons, ça va fort souvent vont fort souvent de dictature à démocratie. Mais il existe des modèles hybrides. Okay. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la démocratie illibérale, développée par un politologue qui est aussi un journaliste, c'est qui, bon, le nom m'échappe, mais il y a ce qu'on appelle la démocratie illibérale. Il y a des modèles hybrides, il y a la démocratie délégative, il y a pas mal de modèles. Donc, au moment actuel, on ne peut pas avoir, on n'est pas... Quel est le modèle qui nous convient? C'est la démocratie. Mais on n'est pas prêt pour ça, mais on ne peut pas avoir de dictature non plus, parce que le moment historique ne le permet pas. Et comme démocrate, je ne saurais jamais prêcher, ou du moins prêcher ou préconiser véhiculer des idées pour l'émergence de la dictature en Haïti, pas du tout. Mais ce que je veux dire, il faut un système en Haïti permettant l'émergence d'élites, permettant l'émergence d'une classe moyenne et surtout qui mise sur l'éducation en général, mais l'éducation sociale et politique des gens en Haïti. Ça, il nous le faut. Et on n'a pas encore ça. Donc, quand on dit qu'on va avoir les élections, bien sûr, il faut avoir les élections. Mais il ne faut pas se leurrer d'illusions pour penser qu'avec les élections, on va avoir une démocratie électorale. Et vous avez dit il y a cela quelques mois qu'il n'y aurait pas d'élection en 2021 en Haïti. Vous l'avez prouvé, c'est-à-dire par des arguments. Vous avez soutenu votre position. Donc, de ce fait, selon les dernières annonces, il n'y aura pas d'élection en Haïti. Bon, mais le gouvernement met des bouchées doubles envers la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire après avoir mis à pied, renvoyer, révoquer les autres membres s'il le faut. Il y a cette crise encore politique avec les accords. On s'est promis de mettre fin à l'émission
En parlant des accords de Montana, de la Commission de recherche pour une solution haïtienne à la crise, accord du 11 septembre de la primature, le Premier ministre aujourd'hui, le docteur Ariel Henry, détient les rênes du pouvoir. Quand même, avec son accord, il recherche d'autres acteurs pour essayer de le rendre inclusif selon toutes les propositions, les suppositions, les positions et oppositions aussi. Maintenant, vous-même, comment vous voyez cette situation, accord, désaccord, désaccord? La première chose pour moi, tout d'abord, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait seulement 2-3 accords. C'est une bonne nouvelle. C'est la première chose. Parce qu'avant, il n'y avait pas du tout d'accord. Bon, on avait fait des propositions, moi personnellement j'en avais fait une. Il n'y avait pas d'accord, ça c'est un. Et on voit aussi qu'il y a des acteurs autour de chaque accord. Mais maintenant, l'idéal, ça aurait été que les acteurs, les signataires des différents accords se mettent ensemble pour dialoguer et arriver à un accord définitif. Cependant, j'ai vu que c'est pas le cas parce qu'on a vu la position, si on peut dire comme ça, radicale de ceux qui ont fait l'accord Montana. Ils ont annoncé, ils ont argumenté, je trouve que ça fait du sens, leurs arguments. Et on a vu aussi la position de l'accord du 11 septembre, de la primature. Mais, quand on voit par exemple, et on voit que la primature, le Premier ministre essaie de mettre en application l'accord du 11 septembre, mais c'est trop ambitieux. Le gouvernement ne va pas pouvoir restaurer l'autorité de l'État sans le support de l'international. Ce n'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas penser à des œuvres infrastructurelles dans un an. En fait, on n'a pas besoin d'être expert en politique publique pour le savoir, donc ce n'est pas possible. Le gouvernement ne va pas non plus gagner la confiance de la communauté internationale, ou du moins des partenaires économiques internationaux financiers. Non. Le gouvernement peut faire 2 choses, à mon avis. Et le gouvernement pense aussi à la réforme de la Constitution. Je pense que c'est très mal pensé. Parce que si Haïti est si faible du point de vue de la gouvernance, comment peut-on penser à organiser 2 activités si importantes en même temps, les élections et la réforme de la Constitution? Vous pensez que ça se ferait du doigt dans l'œil? Bien sûr. Je pense que le gouvernement devrait travailler seulement sur 2 choses. L'une, c'est l'organisation des élections. C'est l'organisation des élections uniquement. Et pour ce, préalablement, il faut travailler sur la question de la sécurité. La condition préalable nécessaire de l'organisation des élections, c'est la sécurité. Essayer de résoudre le problème de la sécurité de façon très réaliste, spécialement avec l'aide de l'international, je pense, et ensuite organiser les élections. Rien de plus. Et vous nous avez fait comprendre qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des accords en Haïti parce que les institutions n'existent pas. Elles sont trop faibles. Peut-être au début, vous avez dit qu'il y a accord. Non, il n'y a pas... Là, attention. Il y a une fragilité quand même. Et la différence entre un modèle théorique et la réalité, il faut voir comment on peut l'adapter. Il n'y a pas possibilité, on peut toujours douter de la capacité des acteurs haïtiens à se mettre d'accord, avez-vous dit. Oui, d'avoir un accord. La raison est simple. Ça présuppose une culture politique. Ça présuppose une culture de cohésion. Ça présuppose une culture de consensus qu'on n'a pas en Haïti. Donc, dans ce cas, c'est difficile de penser à avoir un accord. Donc, j'ai toujours dit, bon, on peut avoir un accord, mais ça va durer combien de temps? Donc, ce n'est pas évident. Mais, pour être positif, entre guillemets, sans être idéaliste, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, dans ce cas, l'idéal, c'est que les acteurs se mettent ensemble et arriver à un certain accord pour faire avancer les choses, organiser les élections et tout d'abord résoudre la question de la sécurité. C'est ça. Mais là, on voit qu'il y a déjà même des accords dans l'application de l'accord du 11 septembre. Si on lit le Nouvelliste ce matin, on va voir par exemple que le Premier ministre demande de la part des différents groupes 3 membres pour choisir un au final. Alors que normalement l'idée c'était que chaque groupe présente un membre. Donc là c'est un problème. Mais il y a une question fondamentale.
je pense que même si la formation du CEP ne dépend pas exclusivement du gouvernement, de la présence des ministres, mais c'est une question sensiblement politique, pas sensiblement hautement politique. Je pense qu'il devrait tout d'abord former le gouvernement et ensuite former le CEP. Mais on voit que le Premier ministre fait les deux à la fois. Donc, et on s'est posé cette question, si le gouvernement n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs. C'est peut-être une question sur laquelle on reviendra à la prochaine émission. Vous avez un petit temps, quelques minutes pour faire la conclusion, professeur. Certainement, on reviendra avant la fin du mois sur ce dossier, parce que certainement c'est un conflit qui ne va pas se résoudre aujourd'hui si vous nous le permettez, parce qu'il y a déjà une proposition pour une émission en termes de débat. Nous vous écoutons en termes de proposition pour la conclusion de cette tranche de l'émission. Bon, pas de problème. La première chose, c'est que c'est nécessaire qu'émergent des élites en Haïti, et ce n'est pas possible seulement avec les acteurs haïtiens. Je suis un patriote, mais je suis très réaliste. Je suis expert des questions politique, démocratisation, antipolitique, émergence des partis politiques. Je comprends, je travaille beaucoup en Amérique latine, et je comprends que seuls les Haïtiens ne peuvent pas le faire. Il nous faut l'apport de la communauté internationale, pas seulement des acteurs du corps groupe, mais aussi d'autres pays émergents avec qui on peut dialoguer plus facilement. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, eh bien, quelle est la possibilité pour que les acteurs dialoguent? Les acteurs, les représentants des différents accords. Mais même si on sait qu'un accord en Haïti, c'est une affaire très très fragile parce qu'on n'a pas de culture de politique, de culture de consensus. Et finalement, peu importe l'accord auquel arrivent les acteurs, à mon avis, toute responsabilité, toute mission du gouvernement qui va être formée devrait se résumer à 2 dossiers. 1. La sécurité. 2. Les élections. Rien de plus. C'est ça. Vous avez parlé aussi de la formation du gouvernement, dont on devrait faire mention avant, peut-être de parler de la formation du Conseil électoral. Oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi important qu'il faudrait former tout d'abord le gouvernement et ensuite le CEP, vu la dimension hautement politique du CEP. Tout simplement, les protagonistes ne se mettent pas encore d'accord sur un accord. Merci beaucoup de votre disponibilité, professeur Joseph Harold Pierre. Et merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci Dédocus, et merci à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices d'avoir suivi cette émission. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.